chapitre, nous verrons quelles sont les mesures à prendre au niveau national et au niveau régional pour stimuler l'investissement et avoir une croissance transformatrice en Afrique. Et nous allons regrouper ces mesures autour de trois axes. Le premier sera d'augmenter le niveau et le taux d'investissement. Le second sera de veiller à ce que l'investissement aille au secteur prioritaire stratégique. Et le dernier sera d'améliorer la qualité et la productivité de l'investissement. Commençons tout de suite par le premier point. Augmenter le taux et le niveau d'investissement. Vous vous souvenez quand j'ai parlé tout à l'heure de comparaison hasardeuse, en mettant notamment côte à côte certains taux directeurs africains et asiatiques, eh bien il faut remarquer que traditionnellement, les pays en développement et les pays africains en particulier adoptent une politique macroéconomique qui vise deux objectifs précis. Le premier, c'est celui d'assurer la stabilité des prix, et le second, c'est de maintenir la viabilité de la dette. Ces mesures, eh bien, elles entraînent quoi concrètement? D'une part, une politique monétaire qui vise uniquement à contenir la demande intérieure par le biais de taux d'intérêt élevés, ce qui, comme on se doute bien, donne un coût du capital qui à la fois comprime l'emprunt et décourage l'investissement. D'autre part, eh bien, ces mesures entraînent une politique budgétaire ayant pour unique but de réduire le déficit public, et ce, malheureusement, même quand la croissance est lente et qu'une augmentation des dépenses est nécessaire. Et comme si cela ne suffisait pas, eh bien, le peu de budget qu'on alloue est affecté de manière très inefficace, des fois même aléatoire aux dépenses publiques. Bon, s'il est vrai, reconnaissons-le, qu'un accroissement de l'investissement est en général le suivi d'une inflation, eh bien, on peut considérer qu'il s'agit d'un mal nécessaire si on veut créer de l'emploi, si on veut soutenir la croissance, pardon. D'autant plus que cette inflation, cette augmentation des prix, elle est en général prévisible et donc maîtrisable. A l'inverse, les politiques de rigueur budgétaire, en revanche, qui sont des fois mécaniques, des fois irréfléchies, certes, elles vont permettre de garder un niveau d'inflation bas, mais par contre, elles vont également pénaliser l'investissement, pénaliser la croissance. Et puis, de toute façon, on se rend compte que de toute façon, en général, elle ne marche même pas. Quand on regarde les pays dans lesquels on a appliqué des mesures de rigueur très fortes, certes, ça permet de réduire les dépenses pendant 1 ou 2 ans, mais en même temps, on se rend compte que le niveau de vie du pays chute considérablement et que le chômage augmente, le chômage explose. Donc, le premier sous-point que nous allons aborder dans ce chapitre est stimuler les investissements publics. On le disait au chapitre, pas le précédent, celui d'avant, on rappelait l'importance des investissements publics qui n'ont pourtant cessé de baisser en Afrique depuis 1982, comme on l'a dit. Eh bien, figurez-vous, un chiffre comme ça au hasard, que les études stipulent qu'on pourrait augmenter jusqu'à 30 milliards de dollars par an le commerce régional si on améliorait les régions routières entre la RCA et la RDC. Je répète, 30 milliards de dollars par an qu'on pourrait gagner si on améliorait les régions routières entre la RCA et la RDC. C'est considérable. Donc nos politiques se doivent d'accorder la priorité de l'investissement au secteur public, vu que, comme on l'a dit, il va stimuler mécaniquement l'investissement privé en facilitant notamment l'intégration dans les marchés mondiaux. Ils doivent également stimuler le commerce intra-régional. On va y revenir, mais je ne parle absolument pas des gouverneurs ou des préfets qui vont décider de construire une route dans leur village ou encore qui vont décider de construire un lycée dans leur quartier, ainsi de suite. Le second sous-point qu'on va aborder maintenant est celui qui concerne l'intensification et la mobilisation des ressources intérieures. On a rappelé ce qu'on appelait ressources intérieures. Bien, il faut savoir que parmi les raisons pour lesquelles les ressources intérieures sont déjà très insuffisantes, on note une base d'imposition qui est très étroite malheureusement et qui en plus est couplée à une administration fiscale qui est désastreuse. En plus, on a un faible niveau de gouvernance et surtout, on a une domination outrageuse du secteur informel en Afrique. Concernant l'administration fiscale, on peut remarquer que des pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Ouganda, comme le Rwanda,
ont toutes pris une mesure qui est très intéressante. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont décidé de confier tout simplement cette responsabilité-là à des sociétés semi-autonomes et les résultats sont remarquables. Donc, on pourrait très bien penser que les pays africains pourraient faire pareil. Ils pourraient suivre cet exemple-là. Une autre source de revenus qui est elle aussi très mal gérée, c'est la rente qui est issue de l'exploitation des ressources naturelles. À ce propos, je ne trouve rien d'autre à dire qu'il faudrait responsabiliser cette gestion-là, la rendre transparente et bien sûr s'assurer qu'une partie des revenus serve au développement et à l'entretien des infrastructures existantes. Le prochain sous-point que nous abordons est l'amélioration de l'intermédiation financière et l'élargissement de l'accès au crédit abordable. Bon, en guise de rappel, à quoi servent les systèmes financiers dans une économie? Eh bien, tout simplement, ils servent dans un premier temps à mobiliser l'épargne et ensuite à la réorienter vers les investissements productifs. Sauf qu'il apparaît que les nôtres de système financier affichent de nombreux problèmes structurels. Le premier problème structurel est que déjà les systèmes financiers africains, pardonnez-moi, sont constitués quasi et essentiellement de banques. Ces banques qui en plus sont déjà relativement peu nombreuses, qui sont petites et qui pour la plupart sont sous contrôle étranger. Bon, et on sait très bien que les banques étrangères auront toujours tendance à prêter aux grosses entreprises plutôt qu'aux petites et moyennes entreprises. Notons ensuite que les banques ont tendance à détenir des actifs excédentaires, notamment sous forme de titres d'État, plutôt que de les prêter aux entreprises qui en ont vraiment besoin. Bon, cela s'explique, il est vrai, par le niveau élevé du risque de non-remboursement, ou encore par le souci de faire face aux retraits massifs et inattendus, comme ce qu'on a pu voir en Grèce il n'y a pas longtemps, comme ce qu'on a vu à Chypre il y a quelques années. Mais cela s'explique surtout par le manque de cohérence politique, puisque nous avons d'un côté les États qui souhaitent encourager l'investissement, mais de l'autre, eh bien, les taux d'intérêt des obligations qui sont tels que les banques n'ont absolument aucune raison de le faire. Imaginez, vous êtes dirigeant d'une banque. Vous avez d'une part une entreprise qui souhaite emprunter à 12% pour un projet, et d'autre part, l'État qui vous vend des titres d'État qui seront financés à 10%. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que c'est l'entreprise qui affiche un certain risque, ou alors l'État qui, pour quasiment le même taux, n'affiche quasiment aucun risque? Le choix est vite fait. L'État devrait donc essayer de mener une politique cohérente. Là, les banques vont me dévisser la tête, mais l'État pourrait très bien décider, par exemple, de taxer toutes les réserves excédentaires des banques pour les forcer à investir. Ou encore, là, les banques seront contentes. L'État pourrait décider de se porter garant, dans certains cas, fût seulement partiellement, pour inciter les banques à prêter à des entreprises qui présentent un certain risque. On pourrait par exemple également contribuer au partage de l'information entre prêteurs et emprunteurs pour améliorer l'accès au crédit. Je pense par exemple à la mise en place d'agences d'évaluation du crédit, à la mise en place de fichiers publics du crédit, à la mise en place de registres de garantie immobilière et tout un tas d'outils dans ce genre-là. Le second problème structurel des systèmes financiers africains est tout simplement le manque de financement à long terme. Bon, cela s'explique assez simplement par le fait que les banques, qui, comme on l'a dit, constituent le gros du tissu financier africain, eh bien, les banques empruntent elles-mêmes à court terme, ce qui fait qu'elles ne pourront tout simplement pas prêter à long terme. Une banque qui va emprunter auprès de la Banque centrale sur 5 ans, on la voit très mal prêter à une entreprise sur 15 ans pour un projet à long terme. Bon. Il y a des institutions qui avaient ce rôle-là, qui s'appellent les banques de développement. On en a créé plusieurs au lendemain de l'indépendance, sauf qu'elles ont toutes ou presque enregistré de très mauvais résultats et ont dû malheureusement encore être restructurées, être privatisées ou alors carrément être fermées entre les années 70 et les années 80. Donc on pourrait décider tout simplement d'en recréer en s'assurant cette fois
de leur procurer une autonomie de gestion, en assurant de leur consacrer une meilleure gouvernance et surtout s'assurer de les évaluer de manière régulière sur une base d'objectifs concrets. On pourrait par ailleurs décider de développer un marché des capitaux africain qui, à l'instar d'autres, se chargerait de transformer de l'épargne à long terme, comme les caisses d'assurance, les pensions de retraite, en investissement à long terme. Je répète, mettre en place des marchés de capitaux qui vont se charger de transformer de l'épargne à long terme en investissement à long terme. Pourquoi ne pas aussi, par exemple, mettre en place une bourse panafricaine. Déjà, si on arrive à améliorer la coopération générale régionale entre les différents pays, ça serait aussi une très bonne idée. Le prochain sous-point que nous allons voir maintenant, c'est le cadre de politique générale et les conditions générales d'investissement. Concernant tout d'abord les questions de gouvernance, il va de soi, comme on l'a déjà dit, que la qualité de la gouvernance a un incident direct sur l'investissement. Donc on se doit d'intensifier le niveau de transparence, de faire en sorte d'avoir de la stabilité politique. On devrait également intensifier comme jamais avant le niveau de lutte contre la corruption qui gangrène totalement la société africaine, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique. On se doit également d'augmenter l'efficacité des institutions, d'assurer une bien meilleure qualité des administrations et surtout d'assurer un respect réel des droits des individus, des droits de l'homme. Ce qui n'est pas le fort de l'Afrique, malheureusement. Au niveau par ailleurs du capital humain et de la réduction des inégalités dont on parlait au chapitre précédent, on doit augmenter la qualité de l'enseignement, par exemple. On doit déployer davantage de programmes de formation technique, de formation professionnelle. On se doit d'encourager les entreprises à accroître la formation en cours d'emploi. Et au niveau plutôt social, on se doit de fournir des services sociaux de qualité. On se doit également par exemple, offrir un salaire minimum en Afrique qui soit viable, qui soit convenable, qui soit respectable de l'homme tout simplement. Le dernier sous-point concerne le renforcement de l'intégration régionale. Il existe, il faut savoir, des investissements qui, pour être rentables, doivent être transnationaux. Je pense par exemple à des compagnies aériennes, par exemple. Et justement, c'est dans ce cadre-là que l'intégration régionale revêt une importance qui est critique, qui est capitale pour notre développement. Et donc, nous devons prendre des mesures allant dans ce sens-là. On pourrait par exemple penser à la création d'infrastructures transnationales. Je pense à des routes qui vont d'un pays à l'autre, je pense à des lignes de chemin de fer qui vont d'un pays à l'autre. On pourrait mettre en place la création d'un maximum d'accords entre pays et surtout veiller à les appliquer. Parce que des fois, lors de tel ou tel sommet, on va mettre en place tel accord, mais 2 jours plus tard, on va se rendre compte que dans la pratique, ils ne seront absolument pas appliqués. Je pense encore à l'instauration, au soutien de la stabilité politique. On ne le dira jamais assez. Quand il y a de l'instabilité politique, il y a beaucoup de risques et cela coûte très cher. Cela impacte de façon très négative l'investissement, tant pour moi. Donc on se rend compte qu'en étant cohérent, en étant stable, en étant puissant à l'échelle déjà régionale, l'Afrique pourrait avoir le pouvoir nécessaire pour s'intégrer à la chaîne mondiale de valeur et aura de facto un pouvoir de négociation beaucoup plus élevé. Le deuxième grand point que nous allons aborder maintenant est de veiller à ce que l'investissement aille à des secteurs stratégiques ou prioritaires. Bien entendu, l'investissement est bien plus efficace s'il est consacré à des secteurs qui sont productifs, qui sont créateurs d'emplois et qui sont porteurs de croissance. Je pense notamment, comme on l'a déjà dit, aux industries manufacturières. Je pense à l'agriculture. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple, ou du moins c'est très simple à dire en tout cas. On pourrait, comme mesure qui pourrait inciter les investissements dans ce secteur-là, les banques centrales pourraient par exemple prévoir des taux beaucoup plus faibles lorsque les capitaux sont destinés à l'agriculture, lorsque les capitaux sont destinés aux activités manufacturières.
Donc, dans la pratique, une banque commerciale qui irait emprunter à sa banque centrale, si elle le certifie que les capitaux sont destinés à tel ou tel secteur agricole, à telle ou telle industrie manufacturière, bah, la banque centrale pourrait appliquer des taux qui soient relativement bas. Et quand on sait que les banques africaines ont tendance une forte tendance à prêter uniquement à des secteurs à gros volume, comme par exemple les commerces, comme le secteur de l'immobilier, eh bien, les États pourraient par exemple essayer de corriger cette tendance-là, comme on l'évoquait, en accordant des garanties aux banques qui financent les PME. Puisque bah, il faut savoir que les PME en question ne reçoivent qu'une toute petite partie des crédits bancaires. Et encore, ce sont les organismes qu'on appelle de microcrédit qui s'y collent. Sauf que malheureusement, bah, ces organes-là, ils sont déjà très peu nombreux et malheureusement, ils n'ont pas assez de capitaux. Donc, en résumé, il faudrait augmenter le nombre de structures spécialisées en financement de PME. Il faudrait mettre en place des fonds de garantie pour ces PME-là et également mettre en place des systèmes d'information sur les possibilités enfin, sur les possibilités de financement entre entrepreneurs et banques. Donc, quand une banque décide de mettre en place tel ou tel système de financement, il faudrait informer les PME, informer les entrepreneurs. Le dernier grand point, on va le voir, concerne l'amélioration de la qualité et de la productivité de l'investissement. Le premier sous-point, bah, c'est l'amélioration de la sélection et de l'exécution des projets. Puisqu'on note effectivement qu'il y a un manque flagrant de rigueur dans ces processus de sélection et d'exécution des projets-là, qui est dû notamment à de la mauvaise gouvernance, de la corruption ou encore à une incompétence technique qui est remarquable, ou alors même les trois dans certains cas. Et cela conduit naturellement au fait que les projets sont souvent évalués de manière isolée, plutôt que de les penser dans le cadre d'une stratégie globale. Plutôt que de construire telle prison dans telle ville et derrière de construire telle route dans tel village, on pourrait penser à une stratégie globale et ensuite qui vont se décliner en plusieurs petits projets. On note également qu'il y a toute une grosse machinerie administrative qui alourdit considérablement le démarrage et même l'exécution des projets. Il faudrait penser à mettre en place un choc de simplification de toutes ces procédures-là. Et tous les enjeux personnels, tous les enjeux politiques qui vont motiver tel ou tel projet, ça aussi on doit tout simplement y remédier. Parce que ça n'a absolument aucun sens. Le dernier sous-point que nous avons abordé, c'est l'amélioration des infrastructures existantes. On estime, accrochez-vous, que les embouteillages urbains coûtent en temps et en productivité la somme de 8 milliards de dollars par an au Caire et surtout 19 milliards de dollars à Lagos, au Nigeria. Rendez-vous compte, les embouteillages coûtent en temps et en productivité 19 milliards de dollars par an à Lagos. Je ne sais pas si vous réalisez. Deuxième chiffre, si nous avions consacré 12 milliards de dollars dans les années 90 au secteur des routes, cela aurait permis d'économiser 45 milliards de dollars en travaux de reconstruction. Un investissement de 12 milliards seulement dans les années 90 pour les routes aurait permis d'économiser 45 milliards en travaux de reconstruction. Rendez-vous compte là encore. Donc, nous devons d'arrêter la course folle qu'on mène aux nouvelles infrastructures et essayer plutôt d'utiliser et d'exploiter et même de maintenir de façon beaucoup plus efficace l'existant. Voilà ce que nous pouvions dire à propos des mesures à mettre en place au niveau national. J'espère que vous êtes toujours avec moi. On va maintenant aborder les mesures à mettre en place au niveau international.